Bonjour, je suis Stella Warnier et vous écoutez la 2e saison de Raconte-moi un commun. Chaque semaine, je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes et pour 5$ par mois sur Patreon, vous pouvez m'aider à poursuivre le projet. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. Un matin de novembre, en pleine tempête de neige, la première de l'année, la créativité foisonne à la Ruche d'Or du Bic. On y planifie le calendrier pour les prochains mois et les idées fusent. Concerts de piano, ateliers de couture, balades pour découvrir les plantes du territoire, danse, cercle de chant, radio. J'écoute attentivement et j'essaie de tout retenir. L'énergie est palpable, la bonne humeur est au rendez-vous. Nous sommes dans les locaux de la Maison de la Culture du Pic Champlain, une ancienne salle de quilles reconvertie par les habitants qui voulaient garder un lieu où la communauté pouvait se rassembler. On y propose aujourd'hui des activités culturelles menées par les citoyens et ouvertes à tout le monde, avec la conviction fondamentale que chaque être humain est un artiste. Dans cet épisode, avec Zornitza, on parle de la banlieue, de son personnage de concierge, de ce qui fait un artiste, de la définition du courage et de devenir sorcière. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Zornitza Alacheva, bonjour. Bonjour. Tu es coordonnatrice à la Maison de la Culture du Pic Champlain, au Bic. Oui. Tu fais aussi des savons artisanaux que tu vends dans les marchés de Noël. C'est vrai. Tu explores différentes formes d'art, notamment le jeu, parce que tu incarnes un personnage de concierge que tu ressors dans différents événements. C'est une des meilleures descriptions que j'ai jamais faites de quelqu'un sur cette balado à date. On y reviendra. Aujourd'hui, on va parler justement de la Maison de la Culture. Mais avant qu'on se lance dans les questions à ce sujet-là, est-ce que tu peux me dire, Zornitza, quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Oh là là, je tiens à dire que c'est incroyable d'entrer dans l'espace de la discussion enregistrée, là. Juste la joie d'être là-dedans, mais peux-tu répéter ta question? La première. C'est quoi les valeurs qui sont fondamentales pour toi? C'est une super question, puis je pensais à l'entrevue avant que on la tienne, puis là je me disais je pense que je suis vraiment un être de valeurs et d'idéaux. Fait que là, maintenant quelles sont-elles? Évidemment il y a la communauté, là, tu sais, la Maison de la Culture, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la communauté, ça a été fondé par celle-ci, ça nourrit l'esprit de la communauté. Fait que c'est ça c'est une valeur cardinale. Puis tantôt, on parlait un peu de nos expériences familiales, puis du fait que j'ai connu cet esprit-là de communauté plus jeune, puis qu'ensuite, en immigrant au Québec, ça a complètement changé avec le changement de culture aussi. Ça a créé une espèce d'envie de retrouver ça. Fait que je suis comme contente de mettre de l'énergie via mon travail à nourrir l'esprit de communauté. Fait que ça serait une valeur. C'est parfait. Justement, qu'est-ce que c'est la Maison de la Culture du Pic Champlain avec sa ruche d'art? Qu'est-ce que c'est? Peux-tu nous l'expliquer? Puis qu'est-ce qui est particulier là en termes justement de communauté? Oui, alors, expliquer ça. La Maison de la Culture, ça existe depuis peut-être 2004. Puis, c'est un organisme qui a pris plein de... C'est comme une boule de neige un peu, là. Fait qu'avec le temps, il y a de nouvelles choses qui se sont greffées à ça. Au début, ça a été un organisme qui a été fondé par des parents qui avaient envie qu'il y ait un lieu avec des activités pour leurs enfants au Bic. Puis après ça, il y a genre une gang un peu plus... toujours avec la famille au centre de leurs préoccupations, mais des genres de vieux punk, que j'admire beaucoup. On aime ça, les vieux punks. Puis, fait qu'eux, ils ont mis beaucoup d'énergie dans le projet. Puis là, il y a eu une radio communautaire qui s'est greffée au projet parce qu'on s'est fait léguer tout l'équipement radiophonique. Il
il y a un mur qui est devenu un mur d'exposition parce qu'on a décidé d'installer un système d'accrochage pour quelques dollars. Ensuite, il y a eu les résidences musicales au Moulin, des résidences qui accueillent des artistes qui se concluent par des spectacles. Puis les ateliers parascolaires où les jeunes viennent à la Maison de la Culture pour explorer plein de disciplines artistiques, artisanales. Puis là, il y a la ruche d'art du BIC qui est comme un vecteur de vitalité, mais incroyable. Puis la ruche d'art, elle est coordonnée par Rebecca Gosselin, qui est une visionnaire. Donc, pour qui rien n'est impossible, et ça dans des conditions qui sont pas nécessairement évidentes. Fait que, tu sais, elle a mis sur pied, par exemple, les dimanches de création en famille. Elle a rencontré une musicienne, Lydia Clapperton, salut, si tu nous écoutes. Puis, Lydia a dit, moi, j'aimerais ça avoir un espace où jouer du piano et où le public peut faire toutes sortes d'autres choses que seulement m'écouter, tu sais, un peu briser l'espèce de formule de l'artiste qui performe puis des gens qui regardent passivement. Donc là, elle a dit, moi, j'aimerais ça faire ça. Et là, Rebecca a dit, ben ça nous prend un piano puis tu pourras le faire. Puis là, 2 semaines plus tard, le piano était dans le local, elle avait réussi à le trouver. Fait que ça, c'est comme un exemple parmi d'autres pour dire à quel point elle a cette capacité-là de concrétiser des choses et des choses magnifiques. Le but de l'organisme, c'est d'être un lieu de maillage entre les jeunes, la communauté, les artistes. Fait qu'on a aussi la possibilité pour les gens de devenir membres. Puis là, quand t'es membre, ben là, tu peux utiliser nos installations. Fait qu'on a un local de pratique musicale, on a un atelier de ruche d'art, une salle multifonctionnelle qui peut permettre d'accueillir toutes sortes de projets à cette petite échelle-là du BIC / Rimouski. Mais tu parles de Rebecca et Lydia et j'ai eu la chance de les rencontrer ce matin parce que j'ai participé en fait à une rencontre de planification de la ruche d'art. Oui. J'aime bien participer à des choses et mettre mon grain de sel, même quand ça me concerne. Et, oh mon Dieu, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était tellement vivant. Tu sais, on arrive là, il y a des muffins, il y a du thé, tu sais, puis qu'est-ce qui a fait que c'était différent des autres rencontres, d'autres endroits, tu sais, qui sont pas des communs, c'est que là, je le sentais vraiment que c'était par et pour les gens. Oui. C'était foisonnant d'élan et d'idées. Mm-hmm. Quelqu'un proposait quelque chose, par exemple une danse interprétative. Lydia qui disait, tu sais, moi je pourrais faire du piano pendant que tu le fais. Quelqu'un d'autre qui proposait encore autre chose par-dessus. Et on voyait vraiment une petite idée qui, si elle était restée au stade individuel, aurait été une idée quand même potentiellement chouette, mais qui là devenait géniale avec toute la participation des idées de chacun. Et j'ai ressenti, entre tu me confirmeras si ça se passe toujours comme ça ou si on fait semblant parce que j'étais là et voulais vraiment bien. Bien sûr, c'est une mise en scène. Rien de tout ça n'existe, en fait. Mais j'ai ressenti beaucoup de bienveillance. Mm-hmm. De dire aux gens, même si c'est pas parfait ce que tu as proposé, même si l'idée n'est pas aboutie à 100%, même si tu n'es pas un expert, oui, mais que tu as l'élan, on va t'encourager, on va t'aider, on va le faire tous ensemble, on a envie, tu sais. Oui, c'est ça. Ben tout à fait. C'est vraiment ça. Je pense qu'on veut un peu évacuer l'idée de la performance. Tu sais, on encourage des artistes professionnels là, parfois, mais c'est comme si quand tu arrives, ça n'a pas d'importance la longueur de ton CV, si t'es artiste professionnel ou pas. Ce qui a de l'importance, c'est ce que tu as le goût de faire, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut encourager. Puis une de mes joies, en fait, à travailler là, c'est de voir des personnes arriver qui ont un rêve et de voir ce rêve-là se réaliser. Mais fait que c'est ça que je trouve beau. Puis on est une très petite équipe. Puis je pense que le soin, c'est justement une des valeurs, tantôt on parlait de valeurs qui est fondamentale. Parce que si on veut que toute personne qui vienne se sente bienvenue à prendre part à ce projet-là qui est collectif, il faut que les gens qui viennent se sentent en sécurité. Puis pour que les personnes se sentent en sécurité, il faut qu'au sein même de l'équipe, on puisse avoir des relations respectueuses et bienveillantes. Puis ça, ensuite, ça transparaît aussi dans notre accueil aux personnes qui viennent prendre part. Oui, puis ça, je peux confirmer que c'est
c'est pas juste dit, c'est incarné. Parce que ce matin, dans la rencontre, il y avait une personne dont c'était la première rencontre, en fait, qui vit au BIC depuis 2 semaines. Wow! Il me semble. Et qui, justement, cherchait à s'impliquer. Et pas juste une fois, 3, 4, 5 fois pendant la réunion. Les gens se tournaient vers cette personne-là pour lui demander « Et toi, qu'en penses-tu? As-tu une idée? Quel est ton avis? » Je veux dire, j'ai pas observé ça dans beaucoup d'endroits là qu'on arrive. Souvent quand on est nouveau dans un endroit, faut un peu prendre sa place soi-même. Mais là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait, c'est ça, un effort très constant et conscient et intentionnel que la personne se sente bien. Oui, ben ça me touche. Je suis contente de savoir que ça qui se passe, que tu as été témoin de ça. Puis pour moi, il y a comme un peu la chaleur d'un esprit de famille. En fait, c'est un peu plus qu'un milieu de travail, tu sais. Puis finalement, c'est drôle parce qu'on porte tous et toutes de multiples chapeaux, mais les membres du CA, moi-même en tant que coordonnatrice, puis Rebecca qui coordonne la Ruche d'Or du BIC, on est voisins-voisines, on est collègues, puis avec le temps, on finit par développer un lien qui est chaleureux. Parfois, c'est des amitiés qui deviennent plus fortes. C'est pas forcé là, non plus, mais il y a de la place pour ça. Puis si c'est pas une amitié qui se développe, en tout cas, c'est un lien très très cordial et chaleureux. C'est des belles conditions, je trouve, pour faire des choses ensemble. Ça signifie quoi pour toi, les communs? Oh là là, quelle belle question. Ben pour moi, les communs, ça touche à l'idéal, en fait. C'est beaucoup de choses. Tu sais, je me suis demandé un petit peu en voyant les enjeux du monde, en tout cas ceux que j'étais capable de percevoir, je me suis demandé, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Puis pour moi, les communs, ça représente le lieu où on peut avoir un levier de pouvoir. Puis c'est ça. C'est vraiment aussi relié à la discussion qu'on avait tantôt, là. Ça fait plus reposer le poids du monde sur une seule personne. Ouais. On se met ensemble, puis il y a aussi la notion de plaisir qui est super importante. Puis je lisais une étude récemment, puis en ce moment, là, je vais faire un long détour, mais en ce moment, je m'intéresse aux classes sociales. Fait que là, je lis Pierre Bourdieu, là, le sociologue français que tu sembles connaître. J'adore. Que t'adores en plus. Puis là, tu sais, bon, ça disait que la classe ouvrière aujourd'hui ou la classe des travailleurs-travailleuses ressent beaucoup plus la solitude que la petite bourgeoisie, et c'est parce qu'on a moins de temps pour chiller. On travaille et le soir on est fatigué. Pour la plupart du monde, la solitude c'est un enjeu. On a parfois des trucs plus difficiles dans notre vie où on est parents puis on se retrouve à se consacrer à notre train de vie familial, puis on a de moins en moins de contact avec le reste, tu sais. Parce qu'on peut pas payer une bonne pour faire le travail à notre place. Fait que, tu sais, quand on se rassemble dans le commun, ben ça peut alléger d'une partie de la charge de certaines responsabilités. Tu sais, par exemple, à la Maison de la Culture, tu peux arriver avec ton enfant pour voir une exposition, puis pendant que toi, tu regardes l'expo puis que tu crées du lien avec ton voisinage, puis tu as du plaisir en prenant un verre, ben ton enfant, il joue avec les autres enfants dans le coin enfant que tu as dû voir. Là. Tu sais, on a une genre de cabane construite en bois. On a une avalanche de toutous qu'on a récupéré à la friperie de l'Est. Là. Tu sais, tu peux partir avec des sacs de toutous gratuitement. Il y a de quoi dessiner, il y a de quoi bricoler. Fait que, tu sais, ça permet du plaisir. Puis un projet où on a beaucoup, beaucoup de plaisir aussi, c'est les résidences musicales au Moulin. Ça, ça se passe au Moulin du Bic. Fait que si tu reviens, on ira visiter Daniel. Quand tu reviendras. Moi, j'emménage ici, là, chez toi, avec la nouvelle coloc. Voilà, on a une chambre. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ce projet-là, des résidences musicales, c'est un projet où on a beaucoup de plaisir parce que on accueille des artistes qui viennent en résidence de création pendant 1 semaine chez Daniel Saint-Pierre, qui est un artisan chaloupier. Et rien que pour rencontrer Daniel, faut aller au moulin. Ensuite, il y a le moulin, qui est comme un immense bâtiment
en bois qui a une âme. Tu sais, je me réfère beaucoup à la discussion qu'on a eue en partageant le dîner tantôt, mais tantôt tu parlais du fait de trouver une âme dans les bâtiments, puis que parfois c'est quelque chose qui pouvait te manquer. Puis le Moulin du Bic, pour moi, c'est un lieu qui est habité par un esprit, tu sais. Fait que c'est merveilleux d'accueillir des artistes là, puis c'est une équipe élargie là, qui met du cœur pour que ce projet-là fonctionne. D'ailleurs, la ferme de la Dérive Oui. que tu as rencontrée nous nourrit de légumes l'été. Puis on fait un repas avec les bénévoles, les artistes, Daniel. Et là, l'esprit familial est palpable. Puis après, tu sais, on mange ensemble. Les artistes sont contents d'avoir été accueillis, d'avoir pu créer dans ce lieu-là qui est magnifique. Puis après ça, il y a un spectacle qui est offert. Puis il y a vraiment une proximité incroyable. C'est juste beaucoup de plaisir. Ouais, puis ce qui me vient en tête en t'écoutant parler, parce que j'aime beaucoup tes réflexions sur les communs, puis je pense que ce que tu décris, ça illustre très très bien le fait que d'un projet ou d'une initiative, oui, on finit par complètement déborder du cadre en recréant communauté à une échelle qu'on n'a peut-être pas envisagée. Oui. La Maison de la Culture, là, on parlait de, tu sais, amener l'art dans la vie des gens et proposer différents ateliers. Là, finalement, tu me parles de faire des repas communs nourris par les produits de la ferme parce que des artistes viennent en résidence. Et tous les communs que j'observe, c'est tout le temps ça. Tu sais, et des fois, comme on parlait tantôt, là, quand on mangeait, que début vingtaine, on a cet idéal-là ou peut-être cette pression existentielle-là d'avoir l'impression qu'il faut changer le monde, sauver le monde, peu importe. Et que là, fin vingtaine, toutes les deux, on a expérimenté à peu près, on a le même âge, donc on a expérimenté à peu près la même chose, qui est un changement d'échelle. Oui. De se rendre compte qu'en fait, on peut très bien ralentir et faire des choses autour de nous. Ben, souvent, en fait, avec les communs, c'est qu'on veut avoir une idée, une initiative, et puisqu'on n'est pas seul à la porter et que chacun peut y apporter son élan, sa créativité, les humains sont d'être très créatifs, ça finit par faire pas les petits bébés, ces initiatives-là, puis c'est ça, créer des sentiments de communauté, d'appartenance. Tu parles d'esprit de famille à une échelle qu'on pensait peut-être pas pouvoir rejoindre initialement. Oui, c'est ça. Puis en termes de valeurs, tu sais, ça rejoint celle de l'autonomie. Donc, de se dire que si on se met ensemble, on est capable de réaliser les choses qui nous tiennent à cœur. Puis ça n'a pas besoin d'être des choses comme construire un building, tu sais. Ce qui nous tient à cœur, c'est peut-être partager un repas ensemble. Ça peut être les choses simples. Puis, fait que cette autonomie-là qu'on encourage le faire ensemble, qui apporte une résilience aussi. Puis c'est un levier, tu sais, je pense que pour moi, le lien avec le levier politique, c'est que si on n'est pas capable de se rassembler ensemble entre voisins, voisines, puis de créer communauté à partir de cette petite échelle-là, ben, comment pouvons-nous prétendre transformer les structures sociales, tu sais? Fait que ça, pour moi, ça part de cette échelle-là qu'il faut réinvestir. Puis là, ce que tu me décris à la Maison de la Culture, avec la Ruche d'Or, etc., c'est des relations interpersonnelles qui sont très belles. Je suis curieuse de savoir s'il y en a. Comment est-ce que vous gérez les conflits ou les tensions potentielles entre les gens? C'est une question qui est fondamentale, en fait, parce que il arrive que il y ait des enjeux comme ça, des conflits. Puis je pense que si un milieu n'a pas, par exemple, un dispositif clair et connu d'exclusion, ça peut devenir très compliqué quand le conflit arrive. Puis, je pense que si les règles du jeu sont comme claires dès le début, quand tu arrives, tu sais à quoi tu adhères, c'est vraiment plus sécurisant. Puis, on sait qu'est-ce qui est tolérable ou pas, et on sait qu'est-ce qui arrive si on ne joue pas avec les règles du jeu, qu'on fait quelque chose d'intolérable. Et donc, par exemple, qu'on est à être exclu. Fait que là, moi, je crois à ça. Puis, quand je suis arrivée il y a 4-5 ans à la Maison de la Culture, ben, c'était 8 heures semaine. Et là, aujourd'hui, je suis à 15 heures semaine. Fait que là, dans le fond, c'est un organisme qui se dote de structure. C'est un avion qu'on construit en plein vol. Donc, c'est un des trucs qui me fait plaisir d'avoir certaines aspirations, puis ensuite de concevoir les structures qui
qui sont spécifiques à ce milieu-ci. T'sais. Fait que là, mettons, moi, je peux avoir cet idéal-là de justice. Je peux avoir envie d'une structure comme ça qui soit claire. Puis ensuite, il faut l'adapter à notre milieu, puis il faut la construire avec les personnes qui sont là. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu parles de mécanismes qui prévoient déjà qu'il y a cette potentialité-là ce potentiel. Je sais pas si... Oui. Mon Dieu, potentielle. Oui. Ce potentiel, je pense, de conflit. T'es très réaliste par rapport à ça, puis ça, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que des fois dans les communs, parce que quand on commence un projet, l'élan initial est tellement bon, tellement bienveillant, tout se passe bien, ben on a la même vision, on a les mêmes valeurs, c'est sûr qu'on va bien s'entendre. Parfois, il y a un peu de naïveté, on a l'impression que nous autres, on n'en aura pas des conflits. Oui. Puis là, quand le conflit arrive, on n'a rien qui est mis en place. Puis on sait pas quoi faire. Puis on est déjà activé, on est déjà en train d'être en colère, peut-être de mal réagir. Puis là, on serait censé se faire confiance pour mettre sur pied un mécanisme alors que ça va pas. Tu sais, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est important de faire beaucoup plus de la prévention. Oui, c'est ça. Puis justement, on construit des liens de confiance assez solides. Fait qu'on est capable de se parler. On est capable aussi d'être assez en confiance pour dire quand on est en désaccord. Fait que ça, c'est important. On parlait tantôt aussi à travers les communs de ralentir, de se laisser le droit à l'erreur. Tu sais que c'est quand même les communs, c'est des espaces qui nous permettent d'expérimenter des relations humaines hors des rapports marchands, hors de la performance, de la productivité. Puis j'ai une anecdote. Oui, parce que j'ai trouvé ça vraiment mignon. Ce matin, à la rencontre, il y a une personne qui était nouvelle à la Ruche d'Or et qui a dit une personne qui était en France initialement, qui connaissait très très bien les plantes. Oui. Les plantes, les herbes sauvages, les plantes médicinales, tout ça. Et qui est au Québec depuis, c'est son 2e hiver, donc n'a pas encore les mêmes connaissances ici, mais qui en est passionnée et qui a lancé comme ça en me disant quelque chose du genre, quand je serai vraiment comme à nouveau expert en termes de ces plantes-là, mais ici, j'aimerais ça organiser un atelier qu'on va marcher avec les gens, mais il était un peu rigolant. Faut me laisser une coupe peut-être encore une coupe de printemps, tu sais. Puis là, je me suis comme permis une petite intervention, puis j'ai dit, mais tiens, je trouve ça beau ce que vous proposez, puis je pense que c'est pas nécessaire. Vous êtes pas obligé, parce que vous aimez ça, de devoir être dans une posture d'enseignant avec des élèves que vous allez emmener en forêt, et vous êtes pas obligé d'attendre d'être parfait et expert de ces choses-là. Peut-être que tout simplement, vous pouvez lancer une idée pour les gens qui ont l'élan d'avoir envie d'apprendre ensemble à identifier des plantes. Il y a des livres qui existent, il y a des choses qui existent, d'aller marcher ensemble et de tu sais, pas, tu sais, de sortir de la logique de hiérarchie que forcément, si je veux connecter avec quelqu'un sur un sujet, en le transmettant, je me dois d'abord et avant tout d'être vraiment bon et de le connaître vraiment bien. On peut aussi se rencontrer là où on est. Oui. Et apprendre ensemble et développer ça ensemble. Oui. Parce qu'il n'y a pas cette logique de la performance, il n'y a pas cette peur de l'échec ou de l'erreur ou de je ne sais quoi. Puis ça a été très encouragé, puis en tout cas, il se peut qu'il le fasse là, parce que tout le monde a réagi vraiment positivement à l'idée. Mais je trouve que c'est ça qu'on y retrouve aussi dans les communs. On a aussi découvert, toi et moi, qu'on a un schéma, on va dire, familial d'immigration super similaire et qu'on a grandi toutes les deux en banlieue. Oui. Et que ça explique peut-être notre amour des communs. Puis c'est là qu'on voit aussi à quel point cette solitude-là, elle est tellement systémique, tu sais, je veux dire, juste par la manière dont nos maisons étaient conçues, nos rues étaient conçues, la banlieue était faite, la culture de l'auto, puis d'aller chiller au centre commercial, tu sais. Oui. Puis c'est ça, tu sais, je pense qu'à travers nos élans, nos envies, notre manière qu'on est en train de se développer aussi en tant qu'adulte, je le sens beaucoup chez toi, cette recherche-là de t'éloigner de la banlieue et de tout ce que ça représente en termes capitalistes, individualistes et d'aller vers le soin de l'autre. Oui, absolument. C'est vraiment ça. T'as quitté la ville de Québec au moment d'entrer à l'université parce que t'es allé étudier la psychosociologie à Rimouski, où tu vis encore aujourd'hui quelque chose comme 7 ou 8 ans plus tard, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé pour y rester? Wow, que c'est beau. J'y ai trouvé des amis que j'aime beaucoup. Le contact avec le fleuve, puis des lieux
où je peux me déployer, je pense. Puis je crois que c'est la réalité de beaucoup de personnes, en fait, qui m'entourent. Il y a une petitesse des lieux. Pas une petitesse, mais je veux dire, tout est Une proximité. une proximité. Ouais, une proximité. Les choses sont, oui. Fait que il y a comme un changement d'échelle. On connaît rapidement tout le monde ou presque. Puis il y a une effervescence culturelle. Puis il y a beaucoup de choses qui sont à inventer, à créer. Puis ça, c'est stimulant. Qu'il y ait cet espace-là. Puis, ouais. Tu sens que tu as une place pour être créative. Oui, il y a full de place. Ouais. Mais justement, parlant de créativité, on l'a donné en intro, mais tu as un personnage de concierge. On peut se revenir là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Oui, mon personnage de concierge. Ben oui. Ouais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, l'ordre, c'est le fun. Moi, j'aime ça ordonner compulsivement. D'ailleurs, je travaille aussi à la bibliothèque, donc j'ai la chance d'être payée pour placer des livres au bon endroit. Ça, j'aimerais vraiment ça. Ouais, j'aime ça classer. J'aime ça quand c'est propre puis que ça sent bon. Ouais, pareil. Puis à la Maison de la Culture, comme on n'est pas beaucoup, j'ai toujours eu un rôle de concierge par défaut. Fait que c'était déjà présent, tu sais. Il a toujours été là. Puis un jour, je suis allée à la friperie, puis j'ai trouvé son habit, une chaîne de travail. Puis dès que je l'ai revêtu, le concierge était là. Quelque chose s'est passé. Oui. Tu t'es transformée. Donc voilà. Et maintenant, je fabrique des savons pour propager plus de propreté et de douceur. Et dans quel contexte est-ce que tu ressors le concierge? Ben, le concierge, j'aime ça aussi, présenter les spectacles des résidences musicales. Oh, wow. Tu sais, le Moulin, dont je vous parlais tantôt, c'est la résidence de Daniel, puis c'est aussi un atelier de chaloupiers. Fait qu'il y a des chaloupes qui se fabriquent là. Fait que, tu sais, pour moi, porter une chienne de travail, c'est rendre hommage à d'où je viens, parce que mon grand-père était garagiste. Ma famille a travaillé dans l'agriculture, dans des usines. D'ailleurs, le premier métier que j'ai eu en venant au Canada, outre garder des enfants, là, c'était aider mes parents à faire le ménage de leur entreprise. Fait que ça rend un peu hommage à ça, tu sais. Pas oublier. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de plaisir dans mon travail, là. J'ai la chance d'avoir un travail où c'est mieux qu'un cégep, là. C'est mieux que l'université. Genre, je côtoie des artistes incroyables. Ouais. Puis quand je dis artiste, là, je parle pas des gens connus nécessairement, là. Je parle des personnes vraiment qui m'entourent au quotidien, qui ont cet élan-là. Puis là, j'ai un livre de Christian Bobin qui dit c'est quoi un artiste, là, OK? Puis je vais vous le lire. Genre maintenant. Et Christian Bobin, dans L'épuisement, dit: je crois que c'est ça, un artiste. Je crois que c'est quelqu'un qui a son corps ici et son âme là-bas et qui cherche à remplir l'espace entre les deux en y jetant de la peinture, de l'encre ou même du silence. Dans ce sens, artistes, nous le sommes tous, exerçant le même art de vivre avec plus ou moins de talent, je précise, avec plus ou moins d'amour. Oh mon Dieu, ça me touche, c'est vraiment beau. Voilà. On a abordé le sujet après la Ruche d'Or avec Ariane et Lydia parce que elles m'ont expliqué après la réunion que la Ruche d'Or part de la prémisse que nous sommes tous et toutes artistes. Mm-hmm. Puis ça m'a vraiment touchée quand ils m'ont dit ça parce que moi c'est plutôt récent dans ma vie dans les dernières années que je considère être artiste. Et je pense que je l'ai considéré parce que d'autres me l'ont nommé et là j'ai comme réalisé que c'était peut-être vrai. Et pour moi, c'est une sensibilité. C'est une proximité aux émotions. C'est un rapport au monde aussi. Donc, l'idée que c'est le corps ici et l'âme là-bas, ça je trouve ça très beau. Oui. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai cette chance-là de pouvoir vivre ça très bien entourée, puis mettre une chaîne de travail, puis me dire concierge, c'est rendre hommage à d'où je viens. Ouais. Ah, c'est beau. Puis tu disais tout à l'heure que tu savais même pas forcément pourquoi tu faisais ça ou à quoi ça servait. Puis tu sais, je t'ai répondu
Ben, en fait, si t'as du plaisir et que c'est le fun, on s'en fiche si c'est pas productif ou utile. Voilà. C'est pas ça on n'a pas besoin de ça comme raisonnement. Mais oui, je viens juste de le développer, là, de développer l'hypothèse de l'hommage. Fait que Ben, c'est beau. c'était pas conscientisé. Zarnita, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais une ado? Quand j'étais une ado, moi, je voulais être une sorcière. Oh mon Dieu. Ouais, toi aussi? Oui, absolument. OK, voilà. Mais je pense que je le suis un peu. Oui. Je sais pas si je t'ai dit, mais ma sœur, c'en est une vraie, là. Ah oui, OK. Ouais, son métier, c'est voyante et médium. Wow! Je l'annonce sur mon podcast. Les gens ne savaient pas avant ça. Incroyable. Voilà, si on parle des sorcières, je peux pas ne pas Incroyable. mentionner ma sœur. J'ai beaucoup de respect pour le métier de voyante et médium. Mais oui, je voulais être sorcière parce que, justement, on dirait que je voulais me relier à quelque chose de vrai. Je voulais me relier à mon corps. Ça, c'est comme ça que je le traduis aujourd'hui. Oui. Puis là, je faisais du bénévolat à la YWCA de Québec, OK, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes qui vivent toutes sortes de situations de vie, qui offre un service d'hébergement, puis qui est aussi un milieu de vie. Fait que là, moi, je fréquentais cet organisme-là. Puis là, il y avait des pamphlets qui étaient comme « Hey, venez suivre des ateliers d'herboristerie, c'est gratuit. » Fait que là, quand j'étais ado, je me suis inscrite à ça et j'étais la plus jeune participante. J'avais genre 16-17 ans. Et je salue mes amis de ce groupe-là qui s'appelait Le Jardin pour Soi parce que ça fait plus de 10 ans et nous sommes encore amis, OK? Oh. Puis ça, je pense que c'est un des premiers communs que j'ai rejoints. Et les liens que j'ai créés là sont encore présents et très importants dans ma vie. Fait que je pense qu'à ce moment-là, j'ai vu à quel point ça peut avoir un impact dans une trajectoire, ces lieux-là de commun. Puis je pense que je savais pas encore directement comment ou quoi, mais je savais que je voulais comme que ça soit dans ma vie, cette affaire-là. J'adore, mais il y a quelque chose de tellement aussi... je sais pas comment expliquer comment je me sens par rapport au terme de sorcière, là, mais il y a quelque chose de très revendicateur aussi en tant que femme en tout cas. Comment tu vois ça? Ouais, je sais pas, c'est comme une espèce de reconnexion à son instinct, de puissance féminine, d'arrêter de dévaloriser tout ce qui est considéré comme étant pas rationnel. Parce que le corps parle, les émotions parlent, le ressenti parle, puis ça, plus je me reconnecte à ça, plus j'en parle à des femmes autour de moi. J'ai vraiment la chance d'avoir des femmes dans ma vie qui sont des amies très proches, qui ont entre 40 et 50 ans. Et j'ai vraiment cette chance-là d'avoir cette transmission aussi de leurs expériences. Puis, je sais pas qu'est-ce qui se passe cette année. J'arrête pas de rencontrer des femmes qui me disent vouloir être sorcière ou se sentir... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si c'est parce qu'il y en a plus ou c'est juste moi qui change et qui donc les trouve sur mon chemin. Je sais pas c'est quoi l'analyse à faire de ça. Mais je pense que je réalise qu'il y a beaucoup de choses que j'ai valorisées dans ma vie qui étaient finalement super liées aux hommes. Tu sais, je sais pas, la pensée des Lumières, le rationnel. Oui. Même juste le monde académique, tu sais, la manière de parler de situations, de les analyser avec un certain langage, en écartant les émotions, en écartant le ressenti. Faut en faire des grilles d'analyse avec des critères, avec des concepts. Puis moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire un balado sur les communs, c'est que je suis pas capable de transmettre les communs si c'est juste par une grille écrite. Tout se perd. Je suis vraiment partie sur une bulle, mais ça restera au montage. Oui, cette substance-là, je sais pas comment le dire non plus. Ouais. Mais on se comprend. Ouais. On se connaît depuis 1h30, mais on se comprend. Mais d'ailleurs, on arrive avec une petite question de la fin. D'accord. J'en ai une couple. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu es alignée avec tes valeurs? Oui, je suis alignée avec mes valeurs, puis je me demande, je suis toujours en train de me demander comment les choses peuvent bouger. Je pense que, tu sais, tantôt, je te parlais de mon plaisir à classer les trucs, mais c'est aussi constamment réaménager les choses, puis trouver de nouvelles façons de les assembler, puis c'est un peu ça avec les objets, mais c'est un peu ça en dedans de moi, tu sais, j'aime ça comme prendre le temps de considérer qu'est-ce qui est là, puis est-ce qu'il y a une façon plus confortable que les choses soient placées? Est-ce qu'il y a une façon qui m'ouvrirait de nouveaux possibles, de mouvements? Aussi la liberté d'être différentes choses aussi. Parce que tantôt, tu m'as parlé de tes identités plurielles. J'ai adoré ça. Parce que... c'est ça. Fait que, tu sais, je me sens alignée avec mes valeurs, puis je sens que il y a comme tout un éventail de possibles, puis
tu sais, dans la vingtaine, il y a comme un stress, on veut tout faire, on a l'impression qu'il y a une urgence immense. Ben, en tout cas, je parle pour moi, puis maintenant, je vois comme des possibles, puis une possibilité de jeu jusqu'à la fin. Avec tout ça. Est-ce que quand t'étais petite, tu réaménageais tout le temps le design de ta chambre? Genre, tu bougeais tes meubles? Ben, en fait, je dis que j'aime réaménager les choses, mais j'aime aussi beaucoup la stabilité. Ah. Puis, c'est comme, puis une fois que j'ai trouvé comme comment une chose me plaît vraiment beaucoup, je peux la garder comme ça très longtemps. Puis là, c'est comme on est dans un rythme plus lent. Ça va peut-être bouger dans quelques années, tu sais. Ouais. Il y a des choses qui bougent plus que d'autres. Ouais. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir été courageuse quand il y a eu des défis dans ma vie. Ouais. Ouais. C'est quoi pour toi le courage? Je suis curieuse. Je sais pas trop. Je pense que c'est... Qu'est-ce qui distingue, mettons, le courage de, je sais pas, l'acharnement ou de, Ah oui. oui. Ah ben ça aussi, je l'ai fait, hein. Non, mais des fois, on s'attend dans une direction qui est pas la nôtre et on lâche pas, tu sais. Donc, oui. Quand il y a des épreuves, qu'est-ce qui fait que quelque chose ait du courage, finalement? Ah oui, c'est quoi le courage? Ah mon Dieu. Ben, je pense que, OK, ben, j'ai un exemple concret qui me vient en tête, mais des fois, il y a comme une pensée rationnelle qui dit, ben non, ça n'a pas de sens de faire cette affaire-là, ça coûte bien trop cher, c'est bien trop énergivore, c'est bien telle affaire. Puis là, pourtant, dans nous, on sent que ça veut vraiment aller là, tu sais. C'est vraiment ça que je veux faire. Puis là, peut-être que le courage, c'est de le faire quand même. Puis des fois, le courage, c'est aussi d'écouter ses valeurs quand ça serait plus facile de se conformer, de rester en confort. Oui, il y a ça, mais comme des fois, j'aurais pu privilégier mes intérêts personnels à moi dans certaines situations. Puis mes valeurs me disaient, ben, tu sais, moi, j'ai envie que, je sais pas, moi, telle autre affaire. Puis là, le courage, c'est de dire, ben, même si c'est pas dans mes intérêts, je vais quand même faire ça. Ouais. Puis des fois, voilà. Mais en bout de ligne, je suis fière d'avoir fait ça. T'sais. Ouais. Puis le courage, au final, c'est de suivre son cœur. Ouais. Ben oui, même merci. Si la tête c'est exactement ce que je voulais dire. Merci. Ouais. tu peux prendre les petits bouts, là. Tu peux résumer, parce que des fois, non, c'est pour trouver la réponse, là, tu sais, je tourne autour, là. Mais ouais. Puis, pour ma dernière question, je veux savoir s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis qui sont peut-être encore dans l'individualisme, qui ne connaissaient pas les communs ou qui connaissaient pas ce type de projet, puis qui se sentent peut-être inspirés à faire quelque chose ou quoi que ce soit. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais leur dire? Ah ben je leur dirais que c'est correct d'être des individus parce que pour faire un commun, ça prend plusieurs individus. Fait que genre je leur dirais allez au bout de votre démarche d'individualité, puis si ça vous tente de rejoindre en commun, trouvez-en un qui soit bon pour vous. Ouais, donc je dirais ça d'être authentique et vrai à soi-même. Oui. Et donc ils trouveront des projets qui leur correspondent vraiment parce qu'ils sont fidèles à qui ils sont. Voilà, puis c'est ça, tu sais, je parlais avec les gens de la dérive, puis ils disaient que il y avait comme des personnes de très loin maintenant qui voulaient les visiter, puis que c'était un peu contradictoire parce que eux ils essayent de tout faire pour que les aliments ils voyagent le moins possible, tu sais. Dans le local. Fait que c'est bon, il y a l'idée de faire dans le local. Puis je dis pas ça pour vous dire, genre, ce qui nous écoutez de pas aller au bout du monde. Peut-être que votre appel, c'est d'aller au bout du monde, puis c'est correct, mais c'est plus une invitation à regarder autour de soi, puis genre, la petite chose à côté de nous, c'est ça. Des fois, c'est juste là à côté, puis... Des fois, les amitiés sont plus près qu'on pense aussi. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ben, merci énormément. Zornita, c'était ma dernière question. Puis, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir accueilli ce midi pour qu'on mange. Puis, surtout c'est ça, habituellement, je fais dodo chez les gens. Puis là, comme j'avais beaucoup de gens
Rimouski, tu as été vraiment fine d'accepter qu'on se rencontre 1 heure avant l'enregistrement. Puis pourtant, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis plus longtemps. Donc, je te remercie énormément. C'était vraiment chouette. Wow! Merci d'avoir pris de ton temps et d'avoir accordé de l'attention à ce qu'on fait ici. Merci. Absolument. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.